Bénin, la force de l'opposition dénonce un climat d'insécurité autour des opposants au régime du Patrice Talon. Elles évoquent à titre illustratif la traque, l'enlèvement et l'emprisonnement de leurs militants. Au Cameroun, les membres présumés du groupe nigérian Boko Haram ont attaqué la ville de Gauchi dans l'extrême nord, incendiant des dizaines de maisons et une église. Des sources parlent d'assaillants tués. En Centrafrique, le Conseil national de défense et de sécurité, un des principaux groupes armés, a accusé le gouvernement d'avoir violé l'accord de paix de Khartoum. Toutefois, il réaffirme toujours adhérer pleinement à l'accord. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Cameroun. Les membres présumés du groupe djihadiste nigérian Boko Haram ont attaqué la ville de Gauchi dans l'extrême nord, incendiant des dizaines de maisons et une église. L'information a été rapportée lundi par des sources sécuritaires et locales qui parlent également d'assaillants tués. Reportage. L'attaque s'est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche dans la ville de Gauchi, située dans l'extrême nord du Cameroun, où le groupe djihadiste nigérien Boko Haram multiplie ses opérations depuis le début de l'année. D'après des sources sécuritaires et locales, l'un des assaillants a été tué. Les hommes armés ont incendié 60 maisons et 11 commerces ainsi qu'une église. Selon des témoignages des habitants, les assaillants qui étaient une centaine sont venus à 22 heures et ont immédiatement attaqué le village endormi. Les djihadistes de Boko Haram, venus du Nigeria, ont intensifié ces dernières semaines leurs actions dans les 4 pays de la région du lac Tchad, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger, commettant attentats, attaques des forces de l'ordre et enlèvement de civils. 11 civils, dont des vieillards et des enfants, ont notamment été tués le 19 avril au Cameroun, dans l'extrême nord frontalier du Nigeria. Depuis son apparition en 2009, dans le nord-est du Nigeria, l'insurrection de Boko Haram et sa répression par l'armée ont provoqué la mort d'au moins 27 000 personnes et le déplacement d'environ 1,8 million de personnes qui ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Au Niger, selon un nouveau bilan rendu public, 76 personnes ont été tuées lors de l'explosion d'un camion-citerne survenu le 6 mai dernier. Un bilan revu à la hausse par rapport aux 60 morts précédemment annoncés. Une quarantaine de personnes ont été également blessées dans cette explosion. Reportage. Le sinistre accident du camion-citerne survenu le 6 mai dernier à Niamey a fait à la date du 12 mai 76 morts. Une hausse par rapport à un précédent bilan officiel faisant état mardi dernier de 60 morts, dont 55 au moment de l'explosion, à quelques centaines de mètres de l'aéroport international de Niamey. Il faut dire qu'une quarantaine de personnes ont été blessées dans l'explosion. Selon les premiers éléments de l'enquête de la police judiciaire, une défaillance technique est à l'origine du renversement du camion qui transportait 50 000 litres d'essence et avait quitté la semaine dernière la société de raffinage de Zinder dans le centre-sud du pays, à 1000 km de Niamey. L'accident s'est produit alors que la plupart des victimes tentaient de récupérer de l'essence qui coulait du camion renversé. D'après les premiers témoignages, un motocycliste qui venait de remplir des bidons a cherché à faire redémarrer son engin, ce qui a produit l'étincelle qui a conduit à l'embrasement et l'explosion du camion. Niamey avait décrété un deuil national de 3 jours de mercredi à vendredi dernier à la mémoire des victimes du tragique accident. Au Bénin, les forces de l'opposition dénoncent un climat d'insécurité sciemment créé autour des opposants au régime de Patrice Talon. Elles évoquent à titre illustratif la traque, l'enlèvement, la convocation tous azimuts et l'emprisonnement de leurs militants. C'était à la faveur d'un point de presse. La substance avec Éric Houndité, député à l'Assemblée nationale, vice-président de l'Assemblée nationale 7e législature. On l'écoute. La dérive totalitaire est en train de s'ancrer et de se consolider dans notre pays. Les libertés publiques, les libertés individuelles sont menacées. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de réunion sont menacées. Il devient de plus en plus difficile d'organiser une réunion, y compris dans son propre domicile. Même les réunions de famille sont perturbées.
Et le plus grave, c'est que chacun de vous observe depuis quelques jours des vagues d'arrestations massives en violation de tous les droits, y compris du droit d'aller et de venir. Le plus dur, c'est que les personnes qui sont interpellées ne le sont pas dans les règles suivant le code de procédure. On vous annonce que tel a été enlevé dans tel quartier par des agents en civil, tel autre a été enlevé dans tel autre quartier, sans convocation. Au cours des semaines, de la semaine qui vient de s'écouler, de nombreux jeunes, comptés en dizaines, ont été enlevés dans ces conditions, parfois à des heures indues. Nous savons que notre démocratie est déjà bradée, elle a été ensanglantée et endeuillée, mais nous n'acceptons pas que nos libertés, que toutes nos libertés soient confisquées ainsi. Nous exigeons que le gouvernement corrige cet état de choses le plus rapidement possible. Toujours au Bénin, un atelier de standardisation et de fabrication des équipements de transformation à valeur ajoutée a eu lieu au centre Songaï. Cet atelier, organisé par le Pacte de riz sur les technologies de transformation de l'agriculture africaine TAAT, en collaboration avec Africa Rice et Technologies de construction mécano soudée, vise à améliorer la qualité des équipements de traitement du riz fabriqué localement pour répondre aux préférences des consommateurs. Reportage. Pour l'Institut international d'agriculture tropicale ITA, qui a été mandaté pour mettre en œuvre un ambitieux programme d'adoption de nouvelles technologies en Afrique, connu sous le nom de Technologie pour la transformation agricole en Afrique TAT, travailler en collaboration avec d'autres partenaires est évidemment la bonne chose à faire. Et c'est dans cette optique qu'un atelier de standardisation et de fabrication des équipements de transformation et valeur ajoutée a été organisé au centre Songaï à Porto Novo, au Bénin. Dans le cadre de ce projet TAT, nous avons retenu 5 technologies principales à diffuser. Nous avons des machines agricoles, parce que nous savons que l'un des défis de l'agriculture en Afrique, c'est la mécanisation. Mais la mécanisation a une étape accessible à nos producteurs. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, dans le cadre des machines agricoles qui ont été retenues pour être promues dans le cadre de ce projet-là. Ainsi donc, nous avons invité des participants qui sont nos partenaires équipementiers du Bénin, du Nigeria, du Mali, du Sénégal, du Ghana, de la Côte d'Ivoire. Eux tous sont ici pour échanger leurs expériences, pour harmoniser, standardiser, définir les normes. Lorsqu'on parle par exemple de la batteuse assise, la batteuse sert à enlever le riz, les grains de riz, séparer les grains de riz de la paille de riz. Lorsqu'on parle de la batteuse assise, il faut que les standards soient le même, que ce soit au Bénin, au Sénégal, au Togo, au Nigeria ou ailleurs. Donc je dis que c'est un très grand pas aujourd'hui au Bénin qui a été franchi parce que ce n'est pas évident. Et nous au Sénégal, nous avons mis plus de 10 ans avant d'arriver à ce stade-là. Et là, en moins de 5 ans, quand même au niveau du Bénin, on est arrivé à ce stade. Je tire le chapeau. TAT nous a appuyés. Et d'abord par cette technologie que nous avions appropriée. TAT est la technologie pour la transformation de l'agriculture africaine. Il a été formulé par la Banque africaine de développement pour prendre en compte les technologies conçues par le GCRAI et les centres nationaux de recherche agricole pour transformer l'agriculture en Afrique. Les généraux et les représentants de la contestation populaire sont parvenus ce lundi à un accord sur un nouveau conseil souverain. Là, nous sommes au Soudan. Ce dernier va remplacer le conseil militaire actuellement au pouvoir. C'est l'annonce faite par un porte-parole des protestataires ce lundi. Les généraux soudanais et les représentants de la contestation populaire sont parvenus lundi à un accord sur un nouveau conseil souverain
qui va remplacer le conseil militaire actuellement au pouvoir, a annoncé un porte-parole des protestataires. Au cours de la réunion de ce lundi, nous nous sommes mis d'accord sur la structure d'un conseil souverain qui inclura des représentants des militaires et des civils, a déclaré à l'AFP Taha Osman. Les discussions de ce mardi vont porter sur la composition du nouveau conseil, a-t-il ajouté. Le conseil militaire et les représentants du mouvement de contestation au Soudan ont repris lundi des discussions cruciales sur le transfert du pouvoir à une autorité civile exigée par les manifestants qui participent depuis des semaines à un sit-in à Khartoum. Les deux parties divergeaient notamment sur la composition d'un organe appelé à remplacer le conseil militaire qui a pris le pouvoir après l'éviction du président soudanais Omar el-Béchir le 11 avril. L'ALC veut qu'il soit dominé par les civils, tandis que l'armée cherche à ce qu'ils comprennent une majorité de militaires. En Centrafrique, le Conseil national de défense et de sécurité, un des principaux groupes armés, a accusé le gouvernement de Bangui d'avoir violé l'accord de paix de Khartoum en déployant début mai ses troupes quelques heures dans la ville de Kaga-Badouro, au centre du pays. Toutefois, il réaffirme toujours adhérer pleinement à l'accord. Le Conseil national de défense et de sécurité, une formation militaire regroupant différents groupes armés de l'Est Séléka, s'oppose catégoriquement au déploiement des membres des forces armées centrafricaines à Kaga-Bandoro. Selon son président Abdoulaye Hissène, qui a signé un communiqué, cela s'apparente à une violation de l'accord de paix de Khartoum par le gouvernement. Cependant, le groupe armé réaffirme toujours sa pleine adhésion à l'accord. Les forces armées centrafricaines sont entrées le 5 mai dernier à Kaga-Bandoro, une ville sous contrôle du mouvement patriotique pour la Centrafrique, MPC. Selon une ONG sur place, les forces du gouvernement sont venues en mission de reconnaissance en vue d'une installation prochaine. Mais les militaires sont repartis quelques heures plus tard. L'accord de paix a été signé début février à Bangui entre 14 groupes armés et les autorités. Préparé depuis 2017 par l'Union africaine, il est le 8e signé depuis le début de la crise en 2013. Il prévoit notamment la mise en place de patrouilles mixtes de militaires et de membres de groupes armés, mise en place pour une période initiale de 2 ans en vue de rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire. Plus de 3 mois après l'accord, ces patrouilles mixtes ne sont toujours pas opérationnelles. L'Afrique du Sud va faire appel du jugement controversé du tribunal arbitral du sport sur Caster Semenya. Le TAS impose à la championne d'athlétisme de prendre des médicaments pour baisser son taux de testostérone. L'annonce a été faite ce lundi par le ministère sud-africain des Sports. Nous allons faire appel aussi vite que possible, a indiqué un porte-parole du ministère des Sports au nom de la Fédération sud-africaine d'athlétisme. Le 1er mai, le TAS avait rejeté le recours de Caster Semenya contre les règles de la Fédération internationale d'athlétisme IAAF visant les athlètes hyperandrogènes, à l'image de la triple championne du monde sur 800 mètres. Le tribunal avait toutefois sommé l'IAAF d'amender son règlement en exprimant de sérieuses préoccupations au sujet de la future application pratique de ce règlement. Cette décision divise les athlètes et leurs dirigeants du sport dans le monde entier autour des sujets délicats de l'identité sexuelle, des différences génétiques et de l'éthique des compétitions. Elle a aussi suscité de vives réactions en Afrique du Sud où elle a été jugée franchement discriminatoire. Selon le porte-parole de la fédération, l'appel porte d'abord sur la récusation de 2 juges impliqués dans un précédent jugement du TAS qui avait annulé en 2015 la suspension d'une sprinteuse indienne, Dutee Chand, elle aussi hyperandrogène. L'appel devrait être formé devant un tribunal fédéral. La décision du TAS ne m'arrêtera pas, avait assuré la double championne olympique sud-africaine du 800 mètres avant de remporter haut la main cette épreuve la semaine dernière lors du meeting de Doha.
Voilà qui referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.